Bonjour à tous, bienvenue dans la conférence de Frédéric Durand sur Nous ne pouvons plus sauver le climat, mais il est encore temps de limiter les dégâts. Avant de commencer, donc il est 14 heures, on va poser un petit peu le cadre sur comment ça va se passer. La conférence donc se passera en deux étapes. Une étape de 30 minutes pendant laquelle M. Durand va nous présenter son sujet et pendant 20 minutes ensuite, vous pourrez poser vos questions. On a un délai assez serré puisqu'on enchaîne les conférences à la suite. Donc, on arrêtera la conférence donc, dans 1 heure pile. Et donc, je vais pouvoir ensuite vous présenter tout de suite notre intervenant. Merci déjà, Monsieur Durand, d'être parmi nous et de prendre ce temps pour partager vos connaissances sur ce sujet. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Vous êtes donc professeur de géographie à l'Université de Toulouse 2, Jean Jaurès. Vous êtes également membre au laboratoire CNRS LIST et aussi dans un atelier donc, où vous pratiquez l'écologie politique, qui est l'ATECOPOL. Donc, au-delà de ces trois fonctions, vous êtes également, donc, vous maniez la plume depuis les années 90 sur des articles qui ont attrait au sujet que nous voyons aujourd'hui, sur les changements climatiques, l'environnement et la décroissance. Donc, mais au-delà de ces articles, vous êtes aussi connu sous un autre pseudonyme, Yann Kero, qui vous permet de traiter donc, ces sujets à travers d'autres formes d'expression que sont les pièces de théâtre, les romans ou encore des nouvelles, toujours sur ces sujets qui sont les menaces liées au climat et les changements de notre société. À ce sujet, votre dernier ouvrage sur le réchauffement climatique, enjeu crucial du XXIe siècle, est sorti donc très récemment, puisqu'il est sorti l'année dernière, pendant le confinement. Voilà pour la petite présentation. Je vous laisse donc prendre la parole pendant ces 30 minutes. Et donc, du coup, nous, on va prendre les questions de chaque personne pour voir ce qu'on pourra échanger. Pour vendre ce qu'ils ont à vendre en disant grâce à la voiture électrique, on va sauver le climat, ou grâce au nucléaire, ou grâce aux OGM, ou grâce à la géo-ingénierie, ou aux pesticides, ou à plein de choses. Donc, en fait, il y a des gens qui veulent vendre grâce ou profiter presque de l'illusion qu'on peut sauver le climat, ce qui, à mon sens, est contre-productif puisqu'on risque d'avoir finalement des mauvaises solutions techniques en plus du fait qu'on ne résoudra pas la crise climatique. Alors, sachant quand même qu'il y a maintenant un consensus, et là j'avais repris un article de la revue Capital pour montrer que c'est quand même maintenant unanimement reconnu, y compris par la communauté internationale, au-delà de la communauté scientifique, que le réchauffement climatique est extrêmement grave, plus grave que la pandémie de Covid-19 et que vous voyez, c'est les mots de l'ONU, il menace l'humanité de perdition. Donc, il y a vraiment une menace, il faut arrêter d'être dans des discours comme quoi ça ne serait pas si grave ou on pourrait facilement s'adapter. Alors, je vais essayer de tenir 30 minutes et même de faire moins. Donc, je ne vais pas rentrer dans des détails, puisque souvent dans les conférences, il y a une tendance à revenir toujours sur les mêmes choses en se disant il y a plein de gens qui ne savent pas ci, qui ne savent pas ça. Donc, désolé si je vais un peu vite sur tout ce qui est constat, et j'ai décidé de me concentrer en fait sur les écueils, c'est-à-dire ce qui pose problème, et sur les éventuelles solutions que l'on a rarement le temps d'aborder parce que les durées de conférence sont très courtes. Alors, pour plus d'informations, je renvoie donc à mon dernier ouvrage qui a été cité sur le réchauffement climatique, enjeu crucial du XXIe siècle, qui est dans toutes les bonnes bibliothèques universitaires. J'ai vérifié ce matin, il est dans plus de 70 universités, donc il est facile à trouver. Donc, où j'essaye de faire un point. Donc, je vais me concentrer plutôt sur donc les écueils et les solutions et présenter quand même quelques éléments qui font pas forcément sens pour tout le monde ou que tout le monde ne comprend pas, et notamment un peu la différence entre plus 1,5, plus 2, plus 3, plus 4 degrés. Il y a beaucoup de gens qui disent mais est-ce que c'est si grave finalement? Est-ce que si la planète se réchauffe, il fera un peu plus doux, les printemps seront plus précoces, les hivers moins froids, donc ça serait moins terrible. Et c'est une incompréhension commune qui est liée au fait que les gens confondent la température locale et la température à l'échelle planétaire. Quand on regarde lors de la dernière grande ère glaciaire qui s'est finie il y a à peu près 12 000 ans, eh bien la température globale moyenne de la Terre était de 4 à 6 degrés
inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'un réchauffement climatique de l'ordre de plus de degrés, c'est la moitié de l'inverse d'une ère glaciaire. Un réchauffement de 4 degrés supplémentaires, c'est les bouleversements équivalents à ce que peut entraîner un passage d'une ère tempérée, celle que l'on connaît actuellement de l'Holocène, à une ère glaciaire. Alors, pour vous donner aussi une idée, de ce qu'était le monde justement avant la fin de cette dernière ère glaciaire, il y a 12 000 ans, eh bien, vous pouvez voir qu'il y avait toute une partie de l'Europe, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche, bien sûr la Scandinavie, la Pologne, la Russie, qui étaient sous la glace, donc qui n'existaient même pas. Et puis des pays comme la France, la Roumanie, une partie des Balkans, c'était de la toundra, c'est-à-dire ce qu'on retrouve en Sibérie, et puis des grandes régions de steppe, que ce soit en Ukraine ou une partie de la Russie ou du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord. Et puis quand même des forêts, c'était pas forcément une mauvaise chose, mais si vous imaginez la différence entre cette image de ce qu'était l'Europe il y a 12 000 ans et ce qu'elle est actuellement, eh bien un réchauffement climatique de plus 4 degrés, ça va être l'inverse de ça. C'est-à-dire des bouleversements considérables que pratiquement personne n'est véritablement capable de prévoir ou d'imaginer en détail, mais ce sont des choses qui font peur, et il faut le dire, puisqu'il ne faut pas être non plus dans l'édulcoration ou prétendre que ça ne serait pas grave, c'est extrêmement grave. Et même d'ailleurs, là, si rien n'est fait ou trop peu est fait, il y a même des scénarios qui vont plus loin et qui disent qu'on pourrait aller vers un scénario de type planète étuve. Là, on est déjà, si on veut, sorti de ce qui était avant les cycles normaux. On avait des cycles glaciaires et puis des cycles interglaciaires. Là, on est déjà sorti pour arriver dans une situation plus chaude et la Terre est dans une situation d'être plus déstabilisée aujourd'hui qu'il y a 3 millions d'années, donc c'est considérable en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il est encore temps de limiter les dégâts, c'est-à-dire d'arriver à une Terre stabilisée, peut-être plus chaude que l'interglaciaire moyen, mais qui restera relativement vivable. Et à côté, il y a le risque d'aller vers un scénario Terre planète étuve, ou voire même scénario Vénus, disent certains, pour les plus pessimistes, et des scénarios où la Terre pourrait ne plus être vivable que pour environ 1 milliard d'êtres humains, c'est-à-dire une perte de peut-être 90% de l'humanité. Vous voyez que les enjeux sont véritablement considérables, et ce n'est pas pour faire peur que les gens disent ça. Parfois, on a des gens qui disent c'est du catastrophisme, etc. Non, là, ce sont vraiment ce que montrent les modèles et la gravité des modèles, et d'une certaine manière, une gravité qui n'est pas assez soulignée. C'est-à-dire que si on veut que les gens réagissent, il faut aussi leur montrer l'ampleur. Ce n'est pas en cachant la vérité, en cachant ce qui est prévu, que l'on arrivera à convaincre les gens. Et même en respectant l'accord de Paris, ce qui est quand même le but et ce pourquoi la plupart des chercheurs travaillent, on est déjà rentré dans une zone dangereuse. On regarde le niveau d'émission actuel ou de concentration de gaz à effet de serre et particulièrement de CO2. On est déjà rentré dans une zone dangereuse qui est considérée comme une zone entre 400 et 500 parties par million de CO2. Et qui est bien supérieur à ce que ça a été depuis 3 millions d'années. Mais si on regarde les scénarios du GIEC, les scénarios RCP, qui nous amènent à des horizons que l'on ne connaît vraiment pas. Alors, la COP 21 en 2015 a quand même été un grand moment et a fixé 2 objectifs qui sont ambitieux, mais doivent aussi être tenus. C'est donc je pense que tous parmi vous les ont entendus, le plus 1,5 ou le plus 2 degrés par rapport à l'échelle pré-industrielle. Alors c'est toujours important de souligner par rapport à l'ère pré-industrielle, parce qu'en 2021, on a déjà augmenté de plus 1,5 par rapport au 19e siècle. C'est-à-dire que quand on dit plus 1,5 ou plus 2 degrés, on a déjà augmenté de 1, donc il ne nous reste plus que le 0,5 ou 1 degré à augmenter. Et
au-delà de ces valeurs, on arrivera dans des situations vraiment très critiques. Alors, il y a un seul scénario du GIEC qui permet de l'atteindre, le RCP 2.6. Alors, c'est des scénarios un peu barbares que beaucoup ne comprennent pas vraiment. Ou qui reste abstrait en tout cas. J'ai essayé de le figurer par ce graphique en montrant ici en gris, c'est tout ce qui avait été émis comme gaz à effet de serre dans la période jusqu'aux années 2012, donc au moment où le GIEC a sorti ses scénarios RCP. Et eh bien, voilà les 4 scénarios. Le RCP 2.6 qui est le scénario vertueux en vert, et puis des scénarios en jaune, en orange ou en rouge, qui seraient les émissions qu'on continuerait à émettre. Et normalement, quand on prolonge les tendances, eh bien, on pourrait croire avec l'augmentation de la population et l'augmentation aussi de la production que le scénario le plus probable dans des logiques de développement, entre guillemets, j'y reviendrai, serait le scénario rouge, et c'est des scénarios tout à fait catastrophiques dans les conséquences. Le seul qui puisse permettre d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, donc plus 1,5 degrés ou plus 2 degrés maximum, c'est ce scénario RCP 2.6. Mais vous voyez que c'est un effort considérable, c'est-à-dire que par rapport au milieu du 19e, tout ce qu'on a émis comme gaz à effet de serre, brusquement, il va falloir émettre beaucoup plus que ce qu'on émettait avant la révolution industrielle, voire, on va le voir, zéro carbone fossile. Alors, avec des échéances qui deviennent de plus en plus difficiles à atteindre. Là, par exemple, pour arriver à tenir le plus 1,5, il faudrait quasiment viser zéro carbone fossile à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans moins de 10 ans, pour le plus 1,5. Et si on veut atteindre le plus 2 degrés, en étant disant on n'arrivera pas à être aussi vertueux qu'on le souhaiterait, contentons-nous d'essayer de viser plus 2 degrés, eh bien, dès 2045, il sera trop tard, quasiment, pour l'atteindre. Donc, ça veut dire qu'il nous reste à peu près une quinzaine d'années à peine pour commencer, bien sûr, dès maintenant, à atteindre, à partir sur une trajectoire. Et plus on va attendre, plus on va augmenter les émissions. Et si, par exemple, on avait commencé en 2020, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, on aurait eu une baisse régulière, mais avec une pente beaucoup moins difficile à atteindre que là en 2020, où il faut diminuer les émissions de manière beaucoup plus drastique. Et plus on avance dans le temps, moins on prend de décisions, eh bien, plus les efforts vont être difficiles. Donc, ne pas agir aujourd'hui, c'est remettre aussi aux générations actuelles et surtout futures les efforts à faire, sachant qu'il y a l'horizon 2045 qui est difficile à tenir. J'ai essayé de synthétiser ça dans un autre graphique, donc toujours en violet les émissions émises. Pour arriver à avoir une trajectoire de plus 1,5, il faut arriver à zéro carbone fossile à l'horizon 2050. Et pour la trajectoire de plus de degrés, zéro carbone fossile à l'horizon 2070. Et vous pourrez constater que, ce qui est rarement dit, il faudra aussi stocker du carbone après. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas d'arriver à zéro carbone fossile, on en a émis tellement dans l'atmosphère qu'il faudra continuer à en stocker. Et ça va être un autre défi. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, actuellement, il faudrait réduire de 7 à 8% les émissions de gaz à effet de serre pendant 30 ans. C'est-à-dire, c'est à peu près une coïncidence étonnante, la baisse des émissions qui a été provoquée par la pandémie de Covid-19 en 2020. L'arrêt de l'économie mondiale a réduit les émissions de 7%. Eh bien, il faudrait arriver à la même chose, mais pendant 30 ans. Alors, sachant qu'il faudra le rappeler, on ne sait pas découpler ni les émissions de CO2 de la croissance économique, ni le développement de la croissance économique non plus. Donc, ça pose un problème de repenser complètement les modèles. Alors, certains vont dire, dans ces cas-là, ce n'est pas possible, mais est-ce qu'on a le choix? Vu ce que disent les modèles, on n'a pas le choix. Ce n'est pas une question de possible ou impossible, c'est qu'il faut le faire.
Et donc, on ne peut pas revenir en avant, même si on constate que de plus en plus de discours disent bah si, il faudrait revenir en avant, la pandémie était terrible. Alors, c'est vrai que la pandémie était terrible, je pense que tout le monde en conviendra, mais on ne peut pas revenir en avant. Et on peut même regretter que la pandémie n'ait pas été le moment de réfléchir justement à toute cette transformation qu'on a fait, comme s'il fallait continuer comme avant, alors que ce n'est pas possible, en tout cas, ce n'est pas viable ni soutenable à l'échelle planétaire. Alors, à court et moyen terme, quels sont les risques? Vous les connaissez tous, la montée des océans, leur acidification dont on parle trop peu, la baisse des rendements agricoles, l'irrégularité des précipitations, des événements extrêmes, des pertes de biodiversité. Et ce qu'on constate, et c'est inquiétant, c'est que ces prévisions s'aggravent. Il y a une dizaine d'années, l'ONU parlait de 150 à 200 millions de réfugiés climatiques vers 2100. Et tout le monde disait l'ONU sont des catastrophistes, etc. C'était les chiffres du GIEC à l'époque. 8 ans plus tard, en 2018, l'ONU a réévalué en disant ça sera 200 millions, mais plus en 2100, mais en 2050. Et en 2100, il pourrait y avoir des milliards de réfugiés climatiques si on ne fait rien. Ça montre bien la gravité de la situation. Alors, juste pour vous montrer, les rendements agricoles pourraient baisser, et pas seulement au sud, c'est important. Regardez, les rendements agricoles baisser en Amérique du Nord aussi, en Europe, en Chine, au Japon. Donc, c'est un phénomène qui est vraiment mondial. Et aussi avec une inertie climatique qui fait qu'il y a des bouleversements dans la biodiversité, et en soulignant bien que les bouleversements à l'horizon 2050 sont quasiment inévitables. Regardez, par exemple, ces 3 cartes de France, là, c'est la situation qu'on connaît au début des années 2000. On a une progression en rouge chez le climat méditerranéen qui est en train de progresser, et le climat aquitain aussi, tandis que le climat montagnard est en train de se réduire sous l'effet du réchauffement. Ça, c'est quelque chose en 2050 qu'on ne pourra quasiment pas éviter. Ce qu'il faut éviter, c'est que le climat méditerranéen n'arrive en 2100 du côté de Nantes ou de Tours ou de Paris un peu plus tard. Donc là, on est sur des bouleversements que aussi la biodiversité aura beaucoup de mal à supporter. Et globalement, quand on raisonne, quand on regarde les chiffres, si on arrive à tenir le plus de degrés par donc maximum de l'accord de Paris, on peut espérer limiter la perte de biodiversité à 20% à l'échelle planétaire. Si on va au-delà de plus 2,9 degrés, eh bien, on risque de perdre 95% de la biodiversité. Et ce n'est pas du catastrophisme, c'est ce que montrent à la fois les études scientifiques actuelles et les modèles, sachant que les trajectoires des États, pour l'instant, nous amènent, les engagements par rapport à la COP 21 nous amènent à un réchauffement supérieur à 3 degrés, donc supérieur à 95% de perte de biodiversité. La canicule de 2003 pourrait devenir un été sur 2. Alors, la canicule de 2003, beaucoup de jeunes parmi vous ne la connaissent pas ou l'ont pas vécue ou étaient très jeunes, mais elle a fait ponctuellement certains jours beaucoup plus de morts que la pandémie de Covid. Et aussi, il faut raisonner en termes de coûts, puisque l'économique revient souvent. Il y a eu un rapport par un économiste britannique, Nicolas Stern, en 2005, qui a essayé d'évaluer le coût de l'action et de l'inaction de la lutte contre le réchauffement climatique, en disant, eh bien, si on lutte contre le réchauffement climatique, pour que ça soit valable, il faut mettre 1 à 2% du PIB mondial. Mais si on ne fait rien, à l'horizon 2050, eh bien, il va y avoir une perte de 5 à 20% du PIB mondial. Ces ordres de grandeur ont été repris par le gouvernement français, ce qui veut dire qu'il faudrait mettre de 7 à 14% du budget national français pour lutter contre le réchauffement climatique actuellement, et que si on ne le fait pas, d'ici 30 ans, à l'horizon 2050, eh bien, les dégâts du réchauffement climatique pourraient être aussi importants que 35 à 140% du budget national. C'est-à-dire que les dégâts certaines années du réchauffement climatique en France pourraient être supérieurs à l'ensemble du budget du gouvernement. Raison pour laquelle, d'ailleurs, le Parlement français a décrété en juin 2019 l'urgence écologique et climatique, mais ça a été déclaratif et on n'a pas forcément vu cette urgence écologique et climatique par-delà la Convention sur le climat, mais je pense que la plupart d'entre vous ont suivi et qu'elle est très en deçà de ce qu'il faudrait faire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour limiter maintenant ces menaces? Il faut sortir déjà d'idées faussées ou erronées.
beaucoup pensent que le Nord serait moins vulnérable que le Sud. Ce serait les pays du Sud qui seraient le plus touchés. Ce n'est pas vrai. Je vous renvoie d'ailleurs à un article que j'ai écrit il y a une dizaine d'années là-dessus. Ça fait longtemps que les chercheurs savent que ce n'est pas vrai, même si l'idée continue. Sortir de l'idée que ça serait les pays du Sud qui seraient plus pollueurs que ceux du Nord. C'est pas vrai non plus. Je vais le présenter. Sortir aussi de l'idée que le développement, même quand il est prétendu durable, serait la solution. Et c'est sans doute une des choses les plus difficiles qu'on aura à changer dans nos mentalités. Et sortir de l'idée que l'électricité ou le nucléaire seraient à la hauteur des enjeux, je vais en parler, ou qu'il y aurait des solutions miracles. Et à côté de ça, il ne faut pas perdre de vue l'échelle mondiale, c'est-à-dire se méfier des approches seulement nationales. Bien sûr, il faut faire des choses en France et dans chaque pays, mais se concentrer sur l'approche nationale est complètement vain. Il faut prendre en compte la nécessité de changements partout sur la planète, c'est-à-dire à la fois à l'échelle de l'Union européenne, mais il faut que tout le monde fasse sa contribution, les États-Unis, la Russie, la Chine, les pays musulmans, y compris les pays producteurs de pétrole, les pays dits émergents. Donc, si on perd de vue cette échelle mondiale et qu'on reste focalisé sur le local, eh bien, ça ne suffira pas. Alors, petit graphique pour montrer que ce n'est pas que la faute des pays du Sud. Quand on regarde bien les émissions de CO2 mondiales par habitant, on peut constater que, bien sûr, il y a des pays comme les États-Unis ou le Canada qui émettent bien plus que la moyenne mondiale, mais finalement, la Chine et les Européens émettent à peu près autant de CO2. Donc, on va dire que les Chinois seraient les grands pollueurs, mais c'est parce que c'est un grand pays. En revanche, en fait, un Chinois émet à peu près autant qu'un Européen. Et à côté, des Brésiliens ou les Indiens vont émettre beaucoup moins que les Européens. Ils émettent sans doute trop, mais mais moins que les Européens. Et surtout, ils émettent beaucoup, en partie pour exporter vers les pays de la première industrialisation. Quand on regarde par exemple les exportations de la Chine, un tiers des émissions de CO2 ne sont pas pour les Chinois, mais pour alimenter la consommation en Amérique du Nord, en Europe ou au Japon. Alors, ça amène aussi à se poser la question, est-ce qu'il faudrait une révolution prolétarienne? Est-ce que ça serait le capitalisme qui serait en faute? J'aurais tendance à dire, bien sûr, le capitalisme joue, mais ce n'est pas forcément les 1% de ceux qui ont le plus qui sont responsables, c'est la société de consommation de masse, et ça amène à poser la question de qui est riche et qui est pauvre. Quand on regarde ce graphique, par exemple, on peut constater, pour le cas français, que le français moyen va émettre un peu plus de 10 tonnes de CO2 par habitant et par an, et les engagements de la COP21, il faudrait descendre à 2 tonnes par habitant et par an. Alors bien sûr, les 10% en violet ici, les 10% qui émettent le plus sont 3 fois supérieurs à la moyenne, mais les classes moyennes, supérieures ou inférieures sont quand même bien au-delà de l'objectif de la France par rapport à l'accord de Paris. Et même les 10% aux revenus les plus faibles, c'est-à-dire en partie ceux qui sont dans les gilets jaunes, vont avoir des émissions à peu près 2 fois supérieures à ce à quoi la France s'est engagée dans le cadre de l'accord de Paris et qui est insuffisant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser les gens. Même si tous les Français, par exemple, adoptaient un comportement exemplaire, et ce serait vrai pour tous les Européens, ça ne serait que 25% de l'effort qu'il faudrait faire. Donc, il ne faut pas culpabiliser parce que la culpabilisation est souvent instrumentalisée par les dirigeants pour amener la population à se taire en disant « vous n'agissez pas bien, donc taisez-vous » ou bien accepter des solutions dangereuses ou néfastes. L'effort, il doit être mondial et il doit être mené par les États, par les collectivités territoriales, les grandes institutions, notamment internationales, et les entreprises. Mais bien sûr, c'est aux citoyens et aux citoyennes de le demander et d'agir aussi en conséquence. Alors, bien sûr, une tragédie des horizons 2050-2100, ça paraît loin, mais il faudrait en fait diviser d'ici 10 ans les émissions de CO2 fossiles par 2 et arriver à 0 carbone fossile en 2050, dans 30 ans. Ça devrait aujourd'hui être le cap de tous les projets et il faudrait que l'on refuse tous les projets qui ne s'inscrivent pas dans ce cap, même si certaines choses peuvent continuer de monter et d'autres diminuer plus. Mais il faut qu'il y ait un cap global de l'ensemble des projets.
Alors, quelques pièges dans lesquels on tombe facilement, la neutralité carbone, le nucléaire, l'électrique et l'hydrogène, l'agriculture, la géo-ingénierie. Je ne vais pas tout traiter parce que je n'ai pas le temps. Mais première chose, peut-être une différence entre la neutralité carbone qui est défendue par l'Europe et le zéro carbone fossile. Il faut faire attention parce que l'Europe prétend aller vers la neutralité carbone, mais parce qu'elle importe des émissions du Sud, notamment des pays dits émergents. Et surtout, l'Europe vise sur des puits de carbone, notamment planter des arbres ou injecter du carbone dans le sous-sol, ce qui est très incertain. Et quand on regarde ce graphique, malheureusement, les projections sur la capacité des sols et de la végétation à capter du carbone risquent de décliner à partir des années 2020-2050. Parce que justement, le réchauffement climatique va faire dépérir une partie des forêts. On le voit bien avec tous les incendies de forêt qu'il y a en ce moment. Le nucléaire n'est pas une solution, contrairement à beaucoup qui veulent le vendre. Le nucléaire ne représente que 2% de l'énergie mondiale. Et même avec ces 2%, il y a moins d'un siècle de réserve d'uranium. Si on voulait remplacer, par exemple, le charbon par du nucléaire, il ne remplacerait pas le pétrole ni le gaz, et bien même simplement le charbon, on n'aurait plus que 10 ans de réserve d'uranium et il faudrait fermer toutes les centrales. Donc le nucléaire n'est pas une solution. Et en plus, le nucléaire risque de poser des problèmes, puisque avec les canicules et les sécheresses, eh bien, il y aura une intermittence et des menaces aussi sur les installations. Donc, le nucléaire n'est pas une solution. La solution, elle est quand même dans les énergies renouvelables, en supprimant le nucléaire, en supprimant les fossiles et en allant vers plus de sobriété et d'efficacité. Je vous en renvoie aux scénarios négawatt qui sont relativement connus. Alors, est-ce que l'agriculture chimique et les OGM pourraient être une solution? Non. Une des particularités aussi de réchauffement actuel, c'est qu'il va être non linéaire et chaotique. Donc, il ne faut pas essayer d'avoir des espèces super spécialisées. Au contraire, il faut favoriser la résilience et la rusticité des espèces agricoles. Alors, qu'est-ce qu'il est urgent de faire? Il est urgent d'atténuer, bien sûr, de baisser les émissions, zéro carbone fossile en 2050, et d'atténuer, donc, en se préparant aux aggravations et aux conséquences qui vont être graves, ce que, d'ailleurs, malheureusement, la Convention citoyenne n'a pas vraiment intégré dans son projet. Alors, est-ce que c'est de l'utopie? J'aurais tendance à dire, on a un peu le choix. Soit on anticipe, on limite et on se prépare aux changements, et les changements vont être importants. Soit, de toute façon, on va les subir et on va assister à des effondrements. Ça ne sera peut-être pas des effondrements tout d'un coup massifs, hein, mais ça sera des effondrements locaux, ponctuels et potentiellement dramatiques. J'aurais tendance à dire aussi que ça peut être une chance, c'est-à-dire que par-delà les drames qui sont à craindre, parce que le réchauffement climatique va entraîner dans les prochaines décennies des drames, eh bien, c'est aussi possibilité de construire un monde plus humain. Alors, quelle chance on a de réussir? Je ne vous cacherai pas qu'à mon avis, on a 95% de chances d'échouer, parce que c'est énorme. Et à peu près 5% de chances de réussir. Ce n'est pas beaucoup. Réussir grâce à la technologie, non, epsilon. Les changements en profondeur, ils seront sociaux. Alors, quelles sont les autres options? Attendre un miracle religieux, mais j'aurais tendance à dire que c'est epsilon. Attendre que des extraterrestres viennent nous sauver, j'aurais tendance à dire que c'est epsilon. Tant mieux s'ils le font, hein, mais on ne peut pas vraiment compter sur eux. Donc, la seule chose sur laquelle on puisse compter pour réussir pour l'instant, epsilon, ça veut dire quasiment rien. Donc, les seules choses sur lesquelles on peut compter, c'est des changements en profondeur des sociétés. Alors, il faut prendre la mesure, c'est énorme, mais on ne peut pas gravir l'Himalaya en espadrille. Ce qui attend l'humanité aujourd'hui, c'est gravir l'Himalaya. Donc, il faut prendre la mesure de ce défi, et si on n'est pas capable, eh bien, on n'y arrivera pas. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire rapidement? J'aurais tendance à dire, et je vais finir sur 2 diapos, hein, exiger l'abandon des pratiques nocives, notamment l'obsolescence programmée, mais aussi du biais du développement prétendu durable. Il va falloir sortir du développement pour aller vers des sociétés soutenables, arrêter le nucléaire qui n'est pas une solution et qui crée l'illusion d'une solution, mettre en place d'urgence des mesures d'adaptation et d'atténuation.
et puis créer des sites web sur les vrais criminels de l'environnement, ceux qui ne respectent pas l'accord de Paris notamment, sur les défenseurs de l'environnement, parce qu'il y a aussi des gens, il faut être positif, il faut montrer ça. Et puis, il faut créer une assemblée internationale des jeunes pour valider les transitions soutenables. C'est les jeunes qui doivent être à l'initiative, bien sûr avec des moins jeunes un peu dans mon genre, mais il faut vraiment valider les transitions et dire ça c'est soutenable, ça n'est pas soutenable, et manifester massivement ou porter un bandeau vert. Alors pourquoi porter un bandeau vert ? Eh bien, un point positif, et ça sera ma dernière diapo, c'est quand on regarde en septembre 2014, avant la COP 21, il y avait eu 675 000 personnes qui avaient manifesté dans le monde pour le climat. 5 ans plus tard, en 2019, il y avait plus de 10 fois plus, 7,6 millions de personnes qui ont manifesté sur le climat. Et pour arriver à faire changer les choses, il faut qu'à Glasgow, en novembre, pour la COP26 en novembre 2021, il y ait 700 millions. Alors 700 millions, ça ne sera pas forcément facile, parce que finalement, c'est d'autant plus difficile de défiler. On ne peut pas défiler tout le temps, et puis avec la pandémie, c'est difficile. Mais une solution peut être un bandeau vert, et c'est pour moi une solution que j'ai trouvée, et j'essaie de l'appliquer, notamment quand je donne des cours le vendredi à la fac, c'est de mettre un bandeau vert en disant, voilà, je peux pas arrêter d'enseigner, je peux pas arrêter de faire ce que je dois faire, mais je peux porter un bandeau vert pour signifier que je ne suis pas d'accord avec le monde dans lequel je vis, que j'en voudrais un autre, et c'est inspiré d'un modèle de protestation japonais. Les Japonais, quand ils ne sont pas d'accord avec la politique de leur entreprise, ils vont travailler, mais ils mettent un bandeau blanc. Eh bien, si on arrivait les jeunes massivement à mettre un bandeau vert en disant on continue à suivre nos études, on continue à travailler, mais ce bandeau est une marque que l'on n'est pas d'accord avec le monde dans lequel on vit, et pour obliger les dirigeants à prendre des décisions. Voilà, je vais m'arrêter là et vous donner la parole. Voilà, je ne sais pas si… Voilà, écoutez, j'attends le modérateur, l'animateur, mais oui, alors le diaporama sera, la conférence sera disponible sur le site de la COP2 étudiante. Donc, vous pourrez la voir dès je pense, dès lundi, j'espère. Alors, voilà, je sais. Voilà, en attendant le modérateur, donc, voilà. Oui, désolé, j'avais un petit problème technique. Merci beaucoup pour votre présentation, extrêmement inspirante et très juste dans toute l'analyse scientifique. On a effectivement quelques questions qui ont été posées et pour lesquelles les gens ont voté. Donc, je vais vous la poser la première tout de suite. Est-ce que vous pensez que la seule option réaliste, donc qui peut vraiment se réaliser, est l'effondrement de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, sans transition écologique ou décroissance, si on ne fait rien dès maintenant? Alors, la solution, elle est encore entre nos mains. On peut encore sauver le climat. C'est-à-dire que s'il y a massivement une demande des citoyens et notamment des jeunes pour dire on veut plus de ce monde-là, on veut plus de ce monde insoutenable, les dirigeants sont bien obligés de changer. Et c'est pour ça qu'il faut alerter sur la gravité du phénomène et qu'il y a un gros problème par rapport à ceux qui disent oh non, il ne faut pas être catastrophiste, il ne faut pas dire la vérité parce que ça va paniquer les gens. Ce n'est pas pour paniquer les gens, c'est pour dire si on veut bouger, si on veut sauver le climat et la planète, il faut agir à la hauteur des enjeux. Donc, une certaine décroissance. Moi, j'ai écrit sur la décroissance aussi. Je ne suis pas un fanatique de la décroissance. Je pense qu'effectivement, on a besoin de décroître. De toute façon, il faut viser zéro carbone fossile en 2050. Et on ne sait pas découpler la croissance, contrairement d'ailleurs à ce qui est dit. Et ça, c'est
particulièrement grave, puisqu'on voit, par exemple, la Commission européenne prétend aujourd'hui qu'elle est capable, que les pays de l'Union européenne sont capables de découpler la croissance économique des émissions de gaz à effet de serre. C'est faux. Enfin, c'est plus exactement éventuellement la production, oui, mais en fait pas la consommation. C'est-à-dire qu'on va baisser effectivement en partie et trop lentement de toute façon les émissions de gaz à effet de serre, mais parce qu'on va délocaliser vers les pays émergents et réimporter des pollutions. Donc notre mode de vie de consommation de masse n'est pas soutenable. Et effectivement, alors, si on n'y va pas, on va aller vers des effondrements. Quelle rapidité, c'est très difficile à dire. Ça peut être quelques décennies, ça peut même être beaucoup moins. On voit bien la multiplication des catastrophes. Regardez là, par exemple, la calamité qu'il y a eu avec les vignobles, brusquement une vague de froid complètement contre-productive en plein mois d'avril et qui peut ruiner les récoltes. Ou les incendies qu'il y a eu en Australie ou en Californie. Ça peut s'accélérer. Très bien, merci beaucoup pour la réponse à cette question. Et en plus, on enchaîne sur la deuxième question qui rejoint un petit peu la première, puisqu'on a vu que dans votre présentation, si on ne faisait rien, la planète ne serait plus viable que pour 1 milliard d'êtres humains. Et au final, est-ce que le fond de la question, ce ne serait pas plutôt sauver l'espèce humaine que la planète qui, elle, restera malgré tout toujours en place? Donc, pour revenir sur ce point, est-ce que les travaux ont-ils été menés pour avoir une idée de ce à quoi la vie ressemblerait pour 1 milliard d'êtres humains seulement sur une planète devenue trop chaude pour supporter plus de… J'aurais tendance à dire que ça serait Mad Max. Voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire un monde de survivants avec du totalitarisme, des essais peut-être d'utopie locale, mais qui auraient du mal à survivre, et une incertitude, c'est-à-dire une situation chaotique. Ce que peu de gens perçoivent par rapport au climat, c'est qu'on rentre vraiment dans une période chaotique où si c'était très progressif, c'est-à-dire si on avait une montée très régulière des températures et des changements très limités d'une année sur l'autre, mais on peut très bien avoir des vagues de froid ou des événements extrêmes qui arrivent et qui bouleversent et qui peuvent complètement ruiner des pays, et avec l'impact géopolitique. Il y a aussi des pays qui, par exemple, ont l'arme nucléaire et des dirigeants qui peuvent dire si on est en situation difficile, on va utiliser cette arme nucléaire pour aller prendre à ceux qui sont dans des situations moins difficiles. Donc, on peut aussi arriver à des chaos géopolitiques. D'accord. Okay. Bon, pour enchaîner avec la troisième question, donc il y avait, lorsque vous parliez de développement supposé durable, oui, ce qui a été aussi envisagé ce matin sur notamment la transition socio-écologique plutôt que le développement durable, qu'est-ce que vous critiquez en fait concrètement et pourquoi est-ce qu'un développement durable ne serait pas viable? Alors, le développement durable a été inventé pour clairement, en réponse à la critique de la croissance, pour faire croire que la croissance était compatible avec le respect de l'environnement. Et quand on lit les travaux de nombreux chercheurs, on voit que ça a été délibéré, c'est-à-dire que c'était une réponse par rapport à notamment à des textes comme ceux de la première conférence de l'ONU sur l'environnement en 1972 ou le rapport du Club de Rome qui remettait en question la croissance et le développement. Eh bien, le développement durable a été inventé pour faire croire que ce seraient les pauvres qui seraient responsables des problèmes environnementaux contemporains. Quand vous lisez notamment les différents rapports, y compris Notre avenir à tous, le rapport Brundtland, ce sont les pauvres qui sont accusés de détruire la planète. Donc, il faudrait, sous-entendu, que tout le monde devienne riche, entre guillemets, pour résoudre les problèmes, ce qui est complètement aberrant. Mais c'est ça qui soutient le développement durable. Donc, le développement durable est une idéologie qui a été fondée pour éviter la remise en question de la société de consommation de masse.
Alors, ça ne veut pas dire, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne suis pas un maniaque de la décroissance. Il y a bien des choses qui doivent augmenter, y compris dans les situations de détresse d'un certain nombre de pays du Sud. Mais on voit bien aussi que le développement promis depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, il n'est toujours pas arrivé aux pays du Sud. Donc, il y a un leurre qui fait que le développement est aussi instrumentalisé pour faire croire que la situation va s'arranger et pour ne pas remettre en question le mode de consommation actuel. Tout à fait. Si je pourrais résumer un petit peu la notion de développement, parce que je vous rejoins sur votre analyse, la notion de développement sous-entend d'avancer et de toujours améliorer notre condition et notre confort quand on parle beaucoup de réduction et qu'on a vraiment plus besoin d'un confort marginal supplémentaire. Pour la prochaine question, on parle plutôt sur les problèmes géopolitiques. La personne qui posait la question nous dit elle avait lu voilà, elle avait vu quelques-unes des origines de la guerre en Syrie étaient liées déjà aux problèmes climatiques, donc la sécheresse qu'il y a dans la région. Donc en fait, est-ce qu'on peut pas déjà considérer qu'il y a des réfugiés climatiques actuellement, voire même peut-être depuis quelques décennies? Quid de ces réfugiés, des migrants très jeunes qui quittent l'Afrique? Et est-ce qu'on a des enquêtes sociologiques qui précisent la raison pour lesquelles ils quittent leur pays au péril de leur vie? Alors, il y a plusieurs raisons. Hein. Il peut y avoir des raisons économiques, mais qui sont en partie liées. C'est vrai qu'il y a eu des études scientifiques sur le cas de la Syrie, comme mentionné par la personne qui a posé la question, qui prouvent qu'effectivement les sécheresses qu'il y a pu y avoir en Syrie ont aggravé la situation agricole notamment, et donc poussé à des protestations, notamment avec de l'exode urbain. Se pose la même question aussi dans certains pays d'Afrique, où la désertification va pousser une partie des jeunes à aller vers les villes et ne trouvant pas forcément de travail vers les villes, partir vers l'immigration clandestine. Donc ce sont d'une certaine manière aussi effectivement des réfugiés climatiques. Je me permets de continuer dans le sens de la question. Quand vous disiez, on a vu les cartes météorologiques là tout à l'heure, qui indiquaient qu'on allait avoir un climat méditerranéen sur quasiment 50% de la France. Est-ce que cette question de réfugiés climatiques sont des questions qu'on va pouvoir observer au sein d'un même territoire? Est-ce qu'en France, les populations du Sud, qui sont aujourd'hui en Méditerranée, en 2050, vont vouloir aussi monter dans les régions françaises où le climat sera peut-être plus doux? Oui, alors, mais pas seulement, parce que la France aussi, comme l'Espagne ou l'Italie, peuvent se désertifier. Il y a une petite phrase qui me paraît parlante, c'est de dire plus 2 degrés, c'est 200 millions de réfugiés climatiques en Europe. Au-delà de plus 2 degrés, ce sont les Européens qui deviennent des réfugiés climatiques. C'est bon à savoir. Voilà. Et bien sûr à la louche, hein, mais aucun territoire, et c'est souvent une illusion. Il y en a qui disent, regardez, effectivement, les Russes ou les Suédois vont pouvoir profiter du réchauffement climatique. Qui aura envie d'aller passer ses vacances en Suède si on vit un effondrement en France? Et quand on regarde les incendies qu'il y a eu récemment en Russie, on voit bien que c'est tout à fait illusoire de croire que la Russie va devenir le grenier à blé de l'Europe. Sans compter qu'avec le régime politique actuel de Russie, on pourrait s'inquiéter s'ils avaient en plus encore plus d'influence qu'ils n'ont maintenant avec le gaz. Effectivement. Du coup, on va enchaîner sur les questions. Il nous reste une dizaine de minutes. Si vous avez encore des questions à poser, c'est le moment. Donc la question était aussi une réaction sur un chiffre qui avait été cité tout à l'heure, sur le 95% d'échecs, qui est carrément flippant. Effectivement, la prise de conscience peut être un petit peu dure et le chiffre un peu fort. Donc personnellement, j'estime que l'inertie des pays, de la société et des politiques en général est telle qu'elle donne réellement l'impression que c'est totalement impossible. Et qu'il faut donc plutôt se préparer à vivre avec plus 4 degrés, voire plus, en 2100. Quel est votre avis sur cette question? Existe-t-il des études analysant ou estimant l'impact de cette inertie dans les décisions et les actions à mettre en place? Si on renonce à se battre pour plus de 2 degrés maximum, c'est plutôt se préparer à mourir qu'à vivre. Donc voilà, c'est un peu René Dumont, le grand écologiste, l'avait dit, c'est l'utopie ou la mort.
Alors, pas la mort pour tout le monde, hein, mais si on dit la Terre n'est plus vivable que pour 1 milliard d'habitants, ça veut dire 9 habitants sur 10 de la Terre qui meurent à l'horizon 2050. Ou 2050, ça sera peut-être 2070. Hein. Faut pas. Et comme j'ai dit, 95% d'échouer, c'est peut-être 98% de chances d'échouer ou 92% de chances d'échouer. Ce sont des ordres de grandeur, mais c'est pour montrer qu'effectivement, je pense qu'on a très peu de chances de réussir. Mais on n'a aucune chance de réussir si on ne tente pas. Les combats qu'on ne mène pas sont des combats perdus d'avance. Et seuls les combats qu'on mène ont des chances d'aboutir. Même si ça peut paraître complètement utopique et impensable, c'est une révolution. C'est une révolution mentale et qui est sans équivalent peut-être. Il y a eu quelques grandes révolutions comme la révolution copernicienne. Il y a eu la révolution donc qui a remis l'homme qui n'était, enfin la Terre qui était plus au centre de l'univers. La révolution darwinienne qui a remis l'homme au milieu de la création. Une autre révolution peut-être du freudisme. Qui a amené à penser que l'esprit humain était peut-être plus complexe, obéissait à des lois différentes de celles qu'on pensait être la simple conscience. Et il faut qu'on rentre dans une 4e grande révolution, qui est la révolution de la prise de conscience de l'humanité, en disant on est une espèce qui est là, qui est belle, qui a fait des choses formidables, et qui serait bien de sauver en même temps que le reste de la planète, parce que de toute façon, c'est pas l'un ou l'autre. Et il faut bien, parce qu'il y en a qui disent oui, mais l'homme est plus important que la biodiversité. Si la biodiversité meurt ou disparaît massivement, les humains vont disparaître aussi. On est d'accord. Pour enchaîner sur les questions, donc on va revenir sur la notion d'effondrement qui a été abordée tout à l'heure. Une personne qui demandait sur combien de temps, quelle est l'échelle temporelle on pourrait voir l'effondrement. Vous parliez de dizaines d'années tout à l'heure, mais est-ce qu'on sait un peu comment le mesurer et comment est-ce qu'on pourrait s'en rendre compte qu'on est en train de s'effondrer? Alors, c'est assez difficile à prévoir parce qu'il y a quand même une certaine résilience. Ça avait été notamment une critique qui avait été faite au premier rapport du Club de Rome en 1972, c'est qu'il prévoyait qu'en fait, une déstabilisation du système le ferait s'effondrer. Or, notamment le premier choc pétrolier et d'autres crises par la suite ont montré qu'il y avait quand même une certaine résilience au système. Et, on l'a vu plus récemment avec les crises des subprimes et autres. C'est que le système est assez résilient, donc il peut survivre, ou même la pandémie de Covid, typiquement. On aurait pu penser que ça allait faire s'effondrer le système, mais il y a eu des possibilités. Mais tout peut basculer. On peut aller de petits effondrements locaux et ponctuels ou partiels en petits effondrements ou en petites crises. Et puis il peut y avoir une crise majeure. Et sachant qu'avec notamment l'armement actuel et l'accroissement de la population, je n'ai pas intégré dans mon diaporama spécifiquement de diapos sur la croissance de la population, mais c'est un gros souci. On pourra pas continuer à bien répartir les ressources de la planète si on n'a pas des politiques qui acceptent une réduction de la croissance de la population. Très bien. On a du coup une dernière question sur les énergies et le nucléaire. Une personne qui réagissait pour la transition nucléaire. On entend souvent dans les discours aujourd'hui que le nucléaire n'est peut-être pas la solution, mais c'est au moins une manière de voir cette transition vers des énergies plus renouvelables ou vers un monde plus résilient et plus en accord avec ce monde un petit peu plus utopique aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il est pas urgent d'utiliser des énergies renouvelables pour remplacer justement les énergies fossiles ou alors est-ce que arrêter le nucléaire devrait s'accompagner d'une réduction de nos consommations équivalentes, ce qui est peu réaliste? Donc comment et pourquoi arrêter le nucléaire maintenant? Alors, plusieurs raisons. Une première raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est le fait qu'il n'y a pas assez d'uranium. Donc, de toute façon, si on regarde les réserves d'uranium mondiales, il y en a à peu près pour 70 à 100 ans. Donc, si on voulait remplacer ne serait-ce que le charbon, les réserves d'uranium tomberaient de 70 à 100 ans à moins de 10 ans et il faudrait fermer toutes les centrales de la planète.
En revanche, on aurait des déchets qui, là, l'humanité devrait gérer pour des centaines de milliers, même des millions d'années. Donc ça, c'est un argument économique. Après, il y a l'argument du risque. Alors, il y a le risque, bien sûr, d'accident. Plus il va y avoir de multiplication de centrales nucléaires et de multiplication d'événements extrêmes, plus on risque d'avoir des accidents, donc des nouveaux Tchernobyl et des nouveaux Fukushima. Donc, augmenter le nucléaire, sachant que ce n'est pas à la hauteur de la situation et que ça crée l'illusion, c'est-à-dire qu'en France, mais même en France, le nucléaire n'est que 17% de notre énergie. C'est beaucoup par rapport à l'électricité, plus de 60% de l'électricité, mais seulement 17% de l'énergie. Donc, même pour la France, qui est l'un des pays les plus nucléarisés du monde, ça ne fonctionne pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'investir des milliards. Regardez, par exemple, Flamanville, on a investi près de 20 milliards d'euros pour une centrale nucléaire qui, en plus, ne marchera sans doute pas. Ou pourrait très bien, en tout cas, ne pas marcher. Il y a des gros risques. Donc, la seule question qui peut se poser aujourd'hui, c'est de dire, on a des centrales nucléaires, on peut les garder si on peut garantir qu'elles ne sont pas dangereuses, mais il ne faut surtout pas en construire de nouvelles. Parce que plus on va construire de nouvelles centrales, plus on aggravera la situation et plus on restera dans l'illusion que le nucléaire peut aider à sauver le climat, ce qui n'est pas vrai. Alors bien sûr, il y a des gens qui veulent vendre du nucléaire et qui prétendent le contraire. Mais le nucléaire ne sauvera pas la planète. Et j'aurais tendance à dire, le climat et le nucléaire, c'est un peu la peste et le choléra. C'est-à-dire qu'il y a un risque réel du nucléaire, on l'a bien vu avec Tchernobyl et Fukushima. Ça ne sauvera pas, mais on risque, surtout si on n'arrive pas à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre et qu'on arrive dans ces séries d'effondrements. La dernière chose dont les survivants ou les sociétés qui arriveront à se maintenir auront besoin, c'est des centrales nucléaires qui risqueront soit d'exploser, soit avec des déchets qui risqueront d'être exposés parce qu'il y aura des inondations. Imaginez, regardez les inondations qu'il y a eu là cet automne dans tout le sud-est de la France. Ou les incendies qu'il y a eu, les incendies de Tchernobyl, ils étaient très très proches les incendies en Russie cet été, très proches de la centrale de Tchernobyl. On risque d'avoir des nouveaux Tchernobyl et des nouveaux Fukushima parce que la forêt aux alentours qui recèle des nucléotides va être relâchée dans l'air. Donc le nucléaire, non, surtout, ça serait la dernière solution et c'est pas à la hauteur. J'étais de ceux au début, quand je me suis vraiment penché sur la question, je me suis dit, si le nucléaire peut sauver le climat, pourquoi pas? Et comme je suis abouti au constat que le nucléaire ne pouvait pas sauver le climat, non, ni la peste, ni le choléra. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. Je vois qu'il est 55 bientôt. Si on n'a pas d'autres questions, si une dernière question qui se pose dans le chat, on va peut-être la prendre. Sinon, je vais vous remercier tout le monde d'avoir participé et pour vos questions et pour votre intérêt pour le sujet. Et puis vous, Monsieur Durand, merci beaucoup pour votre implication et puis pour le temps que vous avez pris pour nous présenter ce sujet qui ravive les passions et justement est souvent incompris. Voilà, et je crois qu'il faut bien dire peut-être que c'est pas du catastrophisme, c'est vraiment pour avoir une vraie démocratie, il faut que tous les êtres humains, tous les citoyens et citoyennes aient conscience des enjeux. Et c'est peut-être moi ce qui me chagrine le plus. L'humanité peut accepter, une fois qu'elle connaîtra les enjeux, qu'elle ne veut pas changer, mais il faut au moins lui présenter honnêtement les enjeux, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Merci beaucoup. Effectivement, c'est la bonne démarche. Merci. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous et puis n'hésitez pas à aller voir les conférences des autres collègues. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.